qui sont les Amazones du Dahomey? Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Que représentent-elles? Pourquoi aujourd'hui ces femmes, ces héroïnes noires, font-elles parler autant d'elles aujourd'hui? Merci. Déjà, je voudrais remercier le public qui s'est déplacé jusqu'à nous. Je considère ça comme un soutien. Et avant de répondre à toutes ces questions, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais me présenter, compléter du moins la présentation qui a été faite de moi. Donc, en tant qu'après une carrière de journaliste, j'ai repris ma passion pour l'histoire, puisque je suis historienne de formation. Et pendant une dizaine d'années, j'ai effectué des recherches pour retrouver des femmes qui avaient marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora noire de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Donc, toutes ces recherches ont abouti, au bout d'une dizaine d'années, à ce livre, donc Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui présente 25 portraits de femmes du nord au sud du continent, sous des aires géoculturelles totalement différentes, et qui nous montre que les femmes africaines, malgré l'image de soumission et comme si elles portaient toute la misère du monde sur leurs épaules, ont toujours été combatives, ont toujours voulu se battre pour leur société, pour leur communauté, pour leurs enfants, et elles ont participé à tous des faits importants de l'histoire de leur pays. C'est ce que nous enseigne cette histoire. Et donc, alors le livre est actuellement en rupture de stock, mais une réédition est prévue. J'espère qu'on l'aura à la fin de l'année. Et pour la jeune génération, donc j'ai aussi publié récemment 2 livres jeunesse, un sur une reine sénégalaise résistante du 19e siècle, la reine Ndaté Yala du Sénégal, et un autre sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge qui doit sortir avant la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc, ceci étant, je voudrais aussi m'excuser auprès de vous parce que j'avais prévu un support illustré. On m'avait dit qu'il y aurait un rétroprojecteur et un écran pour vous présenter pas mal d'archives souvent inconnues sur ces Amazones. Donc, je vais vous présenter mon texte et je suis vraiment désolée parce que les images étaient aussi parlantes que les informations que je vais vous apporter. Alors avant de commencer, je voulais savoir, bon, même si on ne voit pas très bien la salle, qui d'entre vous n'avait jamais entendu parler des Amazones avant que ce film The Woman King ne sorte? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savaient pas du tout? Bon, ben, ça veut dire que la transmission de l'histoire s'est faite d'une manière ou d'une autre, puisque les autres ont dû en entendre parler soit de leur enfance ou plus tard dans leur pays ou par leur famille, donc c'est quand même une bonne chose. Alors pour répondre à la première question, qui étaient les Amazones? Donc les Amazones étaient un corps militaire qui a existé dans l'ancien royaume du Dahomey et elles ont constitué le corps d'élite de cette armée du XVIIe au XIXe siècle. Alors sur la création de ce corps des Amazones, il y a eu plusieurs hypothèses, mais celle qui revient le plus souvent, elles auraient été créées par un roi qui a vécu au début du XVIIe siècle, le roi Guézo, du XVIIIe siècle, pardon, le roi Guézo, qui avait besoin d'une garde très fiable pour protéger son palais et protéger donc son royaume. Et comme il y avait pas mal d'instabilité, il avait peur d'un coup d'État, entre guillemets, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de coup d'État, il n'avait pas très confiance dans les gardes masculins qui l'entouraient et qui pouvaient du jour au lendemain changer de mentor. Donc il a entendu parler de femmes qui chassaient, qui faisaient la chasse à l'éléphant et qui étaient très courageuses. Et de voir que déjà à l'époque, il y a des femmes qui allaient vers des fonctions qu'on s'attendait à voir uniquement dévolues aux hommes. Donc ces femmes, chasseuses d'éléphants, ont attiré l'attention du roi. Il les a fait venir, il les a fait former et elles ont commencé à être vraiment un corps enfin la garde royale la plus fiable de l'époque du royaume du Dahomey. Il y a eu d'autres plus récemment, donc ça, au départ, on attribue la création de ce corps au roi Guézo.
Et lui, il a régné, parce que des fois j'oublie, il faut que je note mes dates, de 1711 à 1732, donc au début du XVIIIe siècle. Alors plus récemment, avec l'avènement du féminisme et tout, on parle beaucoup, même dans nos pays, en Afrique, tout le monde veut trouver des héroïnes qui pourraient être représenter des exemples de féminisme. Au Bénin maintenant, il y a de nouvelles voix qui s'élèvent pour dire que non, c'est une femme qui a créé le corps des Amazones, la reine Tassi Yangbe, dont à l'époque, parce qu'il y a même une quinzaine d'années, quand je faisais mes recherches, je suis allée plusieurs fois au Dahomey de l'époque et au Bénin aujourd'hui, on ne parlait pas du tout de cette reine qui était pratiquement inconnue, et encore moins du fait qu'elle ait créé ce corps. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont activistes, qui veulent absolument promouvoir cette reine et disent qu'elle a créé ce corps des Amazones. Et elle a effectué une courte régence donc, sur le trône du Dahomey entre Tassi Yangbe 1708-1711. Et donc, elle était la sœur jumelle d'un roi, le roi Akaba, qui est mort pendant la guerre, parce qu'il faut dire que ce royaume est un royaume guerrier qui a basé toute son extension et son expansion sur l'absorption des autres régions et autres petits royaumes qui l'entouraient. Donc, ce roi étant mort à la guerre, du jour au lendemain, les généraux sont venus voir sa sœur, et courageusement, elle a dit « Vous allez m'habiller comme si j'étais le roi, et je vais emmener les guerriers à la guerre ». Et elle a gagné donc une première bataille, du coup elle est devenue, tout le monde l'a prise au sérieux, et c'est là où elle aurait décidé d'enrôler des femmes dans l'armée comme un corps complémentaire. Et ces femmes se sont montrées tellement courageuses qu'à partir de ce moment-là, donc c'est devenu un corps régulier de l'armée. Mais le roi du Dahomey, qui a vraiment professionnalisé cette armée et qui l'a étendue au maximum, donc c'est le roi Gezo, dont parle le film, qui a régné de 1818 à 1858, donc jusqu'au milieu du 19e siècle, et il a décidé d'en faire non seulement un corps régulier de l'armée, mais le corps d'élite qui allait toujours occuper le premier rang des batailles. Pourquoi? Parce que ces femmes étaient très courageuses, beaucoup plus que les hommes, et elles ne quittaient jamais, parce que par exemple, quand il y avait des batailles que certains guerriers sentaient que la victoire allait leur échapper, ils préféraient s'enfuir plutôt que de se sacrifier inutilement. Et on raconte que les Amazones ne quittaient jamais le champ de bataille vivante. Elles préféraient lutter jusqu'au dernier moment, jusqu'à la mort, pour essayer de tuer le maximum d'ennemis. Et plus d'une fois, comme ça, elles ont changé le cours de diverses batailles du royaume du Dahomey. Alors la deuxième raison pourquoi on a voulu prendre des femmes, c'est que l'agriculture à l'époque était dévolue aux hommes. C'est eux qui travaillaient les champs, donc c'est eux qui nourrissaient les populations. Et comme ce royaume faisait constamment la guerre, il y avait énormément de pertes masculines, donc on a commencé à prendre de plus en plus de femmes, d'abord comme un corps d'accompagnement, et ensuite c'est devenu donc un corps régulier, parce que les femmes, elles faisaient du commerce, elles faisaient autre chose, mais elles ne s'occupaient pas d'agriculture. Donc c'est pour ça que du coup les femmes sont devenues un corps régulier de l'armée dahoméenne. Et il y a aussi une dernière raison qu'on explique, parce que évidemment vous devez le savoir, le royaume du Dahomey a fait partie de ces royaumes côtiers africains qui ont été des partenaires ou des fournisseurs de captifs aux négriers européens. Donc, comme c'est un royaume qui faisait énormément de guerres, il ramenait beaucoup de prisonniers, et ces prisonniers-là étaient échangés contre, je sais pas, des bouteilles de rhum, des chapeaux, n'importe quoi, mais surtout des armes, parce que les Européens avaient compris que parmi certains rois africains, les plus ambitieux, voulaient avoir des armes pour pouvoir dominer leurs voisins. Et plus ils avaient des armes, plus ils étaient sûrs d'installer leur pouvoir pour longtemps. Donc, et comme les femmes se vendaient, s'échangeaient plutôt, parce que on ne peut pas dire que c'était de la vente, s'échangeaient bien moins cher que les hommes. Par exemple, pour un homme, pour 5 hommes, on pouvait avoir 2 fusils, et il fallait peut-être 10 femmes pour avoir un fusil. Donc pour eux, pour Gezo, il a vite fait le calcul, autant prendre ces filles-là, les former,
et les mettre dans l'armée plutôt qu'elles partent en esclavage. Alors, donc ça s'est installé petit à petit comme ça. Ensuite, on va voir comment elles étaient organisées. Alors, le corps des Amazones était organisé en deux grandes factions. Il y avait un corps défensif qui était affecté à la sécurité et à la protection du palais, et un corps offensif qui était particulièrement redoutable dans les combats de corps à corps et qui était toujours placé dans les premières lignes de combat. Alors, ils étaient répartis en 4 ou 5 régiments différents mais complémentaires et qui étaient reconnaissables aux uniformes différents qu'elles portaient. Alors, ces 4 régiments, il y avait, bon, j'avais les images évidemment, je ne peux pas vous les montrer, je suis très frustrée. Alors, il y avait les fusilières qui représentaient le plus grand nombre, on pouvait aligner 3000 femmes comme ça pour une bataille, qui avait une carabine, une cartouchière, et un grand sabre et un poignard. Il y avait les chasseuses qui étaient spécialistes du corps à corps, les archères avec leurs flèches empoisonnées. Et là, je voudrais démentir une légende que les premiers Européens qui ont commencé à voyager dans ce royaume et qui ont découvert les Amazones, ces guerrières, ont raconté que les filles qui tiraient à l'arc se coupaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Ça, c'est une légende absolument, parce que d'abord, le nom Amazone, au Dahomey, on les appelait Agoji, ou bien Mino. Mino, ça veut dire nos mères, parce qu'elles se considéraient comme les protectrices de leur royaume. C'est pour ça qu'elles se battaient. Elles disaient, si nous ne tuons pas l'ennemi, l'ennemi viendra tuer nos enfants et détruire notre pays. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient si farouches à la guerre. Donc, ils ont raconté que ces archères se coupaient le sein parce que dans la mythologie grecque, on a parlé des Amazones, et ils ont donné ce nom d'Amazone donc à ces femmes guerrières africaines, et bon, ils ont transposé tous ces récits mythologiques sur ces pauvres jeunes filles qui ne se coupaient absolument pas le sein, mais on prenait pour servir comme archères les filles les plus jeunes, sveltes, et qui n'avaient pas encore de poitrine formée. Donc, c'est pour ça qu'elles pouvaient tirer facilement à l'arc, et voilà, avec leurs flèches empoisonnées, elles étaient redoutables aussi, et d'une grande précision. Donc ça, déjà, c'est une légende, un mythe à détruire tout de suite. Ensuite, il y avait les éclaireuses qu'on reconnaissait parce qu'elles avaient un bandeau en fer sur la tête avec 2 cornes d'antilope. Ce qui fait que quand elles se déplaçaient à travers les champs, les hautes tiges de maïs ou de mil dans les champs, on croyait que c'était des animaux, comme ça elles arrivaient à tromper l'ennemi, et c'est elles qui essayaient de repérer les positions de l'ennemi pour avertir donc les corps qui étaient en arrière. Donc c'était les éclaireuses. Et ensuite, les faucheuses, oh, c'est dommage que vous n'ayez pas vu cette image. Alors, c'était des femmes qui étaient très très dures aussi, et leur armement, c'était une espèce de long rasoir en forme de ciseaux, et elles se vantaient de pouvoir couper, donc qui fonctionnait comme ça, de couper un ennemi par la taille. Et donc, quand elles étaient sur le champ de bataille, tout le monde fuyait quand on voyait arriver les faucheuses en ouvrant leurs espèces, je ne sais pas comment ça s'appelait, leurs outils bizarres, et qui coupaient comme ça, d'un seul coup, elles arrivaient à trancher un homme par la taille. Alors les Amazones, évidemment, étaient commandées par des femmes parce qu'elles refusaient d'être commandées par des hommes, et les plus expérimentées, donc c'était qui étaient les générales, et qui avaient un grand pouvoir aussi, et qui exigeaient beaucoup de discipline d'ailleurs de leurs recrues. Alors, quelles étaient les conditions de vie de ces filles? Elles étaient recrutées très jeunes, dès l'adolescence, et subissaient un entraînement très rigoureux pour pouvoir résister aux privations, résister à la faim, à la soif, et elles devenaient insensibles à la pitié. Parce qu'une Amazone ne laissait jamais vivant un ennemi qui était entre ses mains. Ça fait partie aussi de leur réputation. Alors, elles devaient être disciplinées et obéir aux ordres parce qu'il y avait une grande solidarité entre elles. Et pour peu qu'il y en ait une qui refuse ou qui pense que ce serait mieux si elle faisait comme ça pouvait mettre tout le corps, tout le régiment en danger. C'est pour ça qu'on ne tolérait aucune indiscipline de la part d'une Amazone. Elle était renvoyée sur place où elle pouvait être punie ou tuée, comme pour l'exemple.
Alors, je dis, il y avait une très grande solidarité et donc elles avaient un entraînement très très dur. Elles vivaient dans une grande concession près du palais royal et passaient toute la journée à s'entraîner militairement. Et d'ailleurs, moi qui ai vu le film, j'ai vu tous ces exercices d'arts martiaux et effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose de moderne, les arts martiaux, mais effectivement, dans les entraînements d'Amazon, c'était tout à fait comme ça. Hein. Donc voilà, on a encore inventé quelque chose avant. Alors, il pouvait aussi y avoir des recrutements parallèles, hein, parce que j'ai dit qu'on recrutait des prisonnières, on recrutait des jeunes femmes fonds, donc de l'ethnie dominante au Dahomey. Mais par exemple, dans des foyers où une femme pouvait avoir un mauvais caractère et mener la vie dure à son mari, il suffisait qu'il réussisse à approcher le roi, qu'il allait se plaindre, oui, ma femme me surveille, elle m'engueule tout le temps, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Le roi faisait enrôler la femme, et les vieux qui me racontaient ça dans les traditions orales disent que comme ça, elle allait éprouver son mauvais caractère sur le champ de bataille. Et le mari, lui, il était tranquille parce que quand une Amazone partait à la guerre, on ne savait jamais si elle reviendrait vivante. Donc ça lui permettait d'aller faire son gasoil ailleurs. Voilà. Alors les Amazones devaient aussi s'astreindre à un célibat et à la chasteté, parce qu'effectivement, quand vous êtes tout le temps appelé à faire la guerre, vous ne pouvez pas en même temps fonder un foyer, vous occuper d'enfants. Et on disait qu'elles étaient les épouses du roi. Mais ça ne veut pas dire que le roi avait un harem où il pouvait piocher comme ça à sa guise. Non, c'était une façon d'éloigner les gens. Les Amazones ne pouvaient pas s'afficher avec n'importe qui. N'importe quel homme ne pouvait pas avoir une Amazone. Donc de savoir déjà que c'était, on disait les épouses du roi, comme les religieuses sont les épouses du Christ, déjà c'était une façon de ne pas y toucher, il ne fallait pas s'en approcher. Et par contre, donc elles ne pouvaient pas se marier, elles étaient vouées au célibat. Évidemment, comme dans toute règle, il y en a qui essayaient de contourner ça, l'amour, n'est-ce pas? Et par contre, quand on les attrapait, si elles tombaient enceintes ou qu'on arrivait à savoir ça, au pire, les deux amants étaient tués ou la fille avait un châtiment ou était renvoyée carrément, elle s'enfuyait dans une autre région, voilà. Mais c'est pour dire que les règles étaient vraiment très très strictes. Alors, il y a une autre anecdote, hein, parce que parce que j'ai travaillé sur des sources écrites évidemment, mais aussi des traditions orales, et là on apprend beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les livres d'histoire, et les vieux nous disaient que malgré toutes ces interdictions autour des Amazones, il y a quand même des hommes qui se sentaient plus hardis que les autres. Et on dit que la nuit, ils essayaient de franchir le mur d'enceinte pour aller retrouver les Amazones. Et en riant, ils vous disent qu'il y a plus d'hommes qui sont morts en essayant de franchir ce mur qu'en allant à la guerre. Parce qu'effectivement, on les tuait dès qu'on les attrapait. Alors, par contre, la seule exception, c'est que le roi et les hauts dignitaires ou les hommes gradés de l'armée pouvaient se choisir une épouse parmi les Amazones. À ce moment-là, elle pouvait, quand elle était enceinte, quand elle avait un enfant, elle pouvait élever son enfant jusqu'à ses 3 ans, et ensuite elle le confiait à sa famille, et elle repartait donc pour son camp, voilà, pour reprendre ses activités militaires. Et les Amazones qui étaient empêchées, ou qui avaient été blessées, ou qui n'étaient plus valides, à ce moment-là retournaient à la vie civile, et donc vivaient comme ça dans leur concession familiale. Mais c'était des femmes qui étaient très respectées, qui avaient un statut particulier. Donc il y avait la cour royale, il y avait les nobles et tout, mais les Amazones avaient un statut très élevé par rapport au reste de la société, ce qui fait qu'elles avaient une très grande influence aussi. Donc même quand elles n'étaient plus, le fait d'avoir été une ancienne Amazone, ça suffisait à vous faire une réputation et on les admirait beaucoup. Et d'ailleurs aujourd'hui au Bénin encore, beaucoup de familles vous diront j'avais dans ma famille une Amazone, notre arrière-arrière-grand-mère et tout, sachant qu'elles ont eu peu d'enfants, on sait que c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave, mais c'est très bien de dire on a eu des Amazones dans notre famille parce que c'est un objet de fierté
tant le courage de ces femmes a marqué ce pays, parce qu'elles ont tout sacrifié, elles ont sacrifié leur vie de femme pour défendre de leur pays. Alors, maintenant, on va passer à un autre point. Les Amazones se sont surtout distinguées. Donc évidemment, le Dahomey attaquait tous ses petits voisins autour. Et quand il gagnait, il prenait le territoire. Ah, il faut que je vous explique pourquoi. C'est parce qu'au moment où les Européens ont commencé à faire la traite atlantique, c'est-à-dire venant d'Europe avec leurs bateaux et puis avec des objets de pacotille, des vins frelatés, des alcools et des vieux fusils, parce qu'on ne vendait aux Africains que les fusils qui n'étaient plus utilisés en Europe. Hein. Entre-temps, ils avaient des fusils plus modernes. Et ils venaient prendre donc des captifs, donc c'était des gens libres, qui avaient été faits prisonniers pendant des guerres, donc ils prenaient des captifs, ils allaient avec en Amérique, aux Antilles, au Brésil, à Cuba, enfin voilà, dans le Nouveau Monde. Et ce qui fait que tous les royaumes qui n'étaient pas au bord de la côte, comme le Dahomey au départ, le royaume d'Abomey, qui était au centre du pays, en absorbant petit à petit tous les petits royaumes qui menaient vers la côte, il a réussi à s'implanter et à devenir un des partenaires privilégiés de ce commerce, de cette traite triangulaire, de ce commerce négrier. Alors, évidemment, les Français, enfin, il y avait des Français, des Portugais, des Hollandais, il y a quoi encore, des Espagnols, enfin bref, il y avait plusieurs pays avaient leur représentation, ils avaient des comptoirs négriers sur le sol, dans la zone côtière du royaume de Dahomey. Et lorsque la traite a été abolie, parce que pas l'esclavage, mais l'Angleterre en 1708 a décidé d'abolir la traite négrière. Et pourquoi? C'est parce qu'on était en pleine révolution industrielle, où on avait inventé des machines qui pouvaient remplacer le travail de l'homme. Ce qui fait que dans les plantations américaines, par exemple, il y avait des machines à égrener le coton qui faisaient le travail rapidement, donc on n'avait plus besoin d'autant d'esclaves que dans le passé. Donc l'Angleterre, voyant aussi son intérêt, a décidé qu'il fallait abolir la traite, mais l'esclavage continuait, et remplacer donc cette traite négrière par l'exportation de matières premières et de produits agricoles venant du sol africain. Ce qui fait qu'ils ont essayé de pousser, par exemple, le Dahomey à se lancer, à arrêter donc la traite, à arrêter de fournir des captifs, et à se lancer dans l'exportation de l'huile de palme. Pour pouvoir, et l'huile de palme était nécessaire pour pouvoir entretenir comme matière graisseuse, pour pouvoir entretenir les machines créées par la révolution industrielle. Évidemment, ce royaume a résisté le plus longtemps possible à ces nouveaux changements, n'est-ce pas, dans l'exportation. À la place des hommes, on envoyait des matières premières qui continuent aujourd'hui encore, hein, on le sait. Et donc, le royaume du Dahomey a résisté très longtemps, mais il y a quand même des changements qui se faisaient petit à petit. Alors, quand les Français ont vu, parce que l'Angleterre a supprimé la traite, mais elle a voulu obliger les autres pays européens à arrêter aussi, mais il y a eu des résistances. Et à ce moment-là, les Français ont décidé, comme ils n'avaient plus autant de marge de manœuvre, de s'emparer carrément de ces terres africaines pour pouvoir en extraire les matières premières et pour pouvoir les exploiter, les exporter donc dans leurs propres frontières. Alors ce qui fait que les derniers combats des Amazones ont eu lieu contre ces tentatives de colonisation française entre 1890 et 1892. Et il y a eu des témoignages très très forts, même d'officiers français, qui disaient comment ces femmes étaient courageuses et qu'elles venaient se faire tuer à 3 mètres de leurs fusils et de leurs canons pour défendre leur pays. Alors le dernier grand combat des Amazones a eu lieu le 3 novembre 1892 devant les portes du palais d'Abomey en flammes, et elles se sont sacrifiées pour couvrir comment ça s'appelle, il voulait s'enfuir, la retraite du roi Béhanzin, qui était le dernier roi du Dahomey, qui a pris le maquis. Et donc elles se sont fait carrément décimer comme ça face aux canons français devant les portes du palais d'Abomey.
Alors ensuite, le Dahomey va devenir protectorat français et Béhanzin finira par se rendre, oui, puisque c'est une personnalité importante quand même, en janvier 1894, et il sera déporté avec sa famille à la Martinique où il va vivre 12 années en exil avant d'être à nouveau déporté en Algérie où il allait mourir peu de temps après, en 1906. Et c'est intéressant parce que pendant le séjour de Béhanzin, c'est juste un petit aparté, en Martinique, il a suscité, ça a suscité beaucoup de remous parce que ces Antillais, c'était les descendants d'esclaves qu'on avait déportés du Dahomey. Et les journaux français de l'époque ne manquaient pas, puisqu'on lisait, on connaissait les nouvelles dans ces îles qui étaient des colonies françaises. Et ces journaux français qui disaient, oui, il a participé à la traite, que le Dahomey c'était un des pays les plus importants dans la fourniture d'esclaves. Et donc, du coup, la population noire en Martinique a très très mal pris qu'il y ait un roi négrier qui viennent sur leur île. C'était pour eux de la provocation. Bon, après, comme c'est un peuple hospitalier, petit à petit, les choses se sont tassées. Mais on voit des archives, des documents où on montre comment des gens, quand ils passaient avec ces femmes, parce qu'on l'a déporté avec ses deux ou trois femmes et puis ses enfants, les gens étaient en train de le huer en disant c'est un esclavagiste et tout, voilà. Donc, mais enfin, bon, après ça s'est tassé. Et moi, je me rappelle, quand j'allais en vacances en Martinique adolescente, ils étaient fiers de dire ah, on a eu le roi Béhanzin chez nous. Donc, voilà. Donc ça veut dire que des choses, voilà. C'était de nouvelles générations, mais c'était quand même une célébrité. Alors, les Amazones, finalement, ont représenté un corps tellement extraordinaire qu'évidemment, même dans les pays européens, elles ont suscité beaucoup de curiosité. Il y a eu beaucoup de récits de voyageurs européens, que ce soit des militaires, des prêtres, enfin des missionnaires, des marchands d'esclaves ou des commerçants tout court, voilà, ou des explorateurs qui allaient, qui faisaient des témoignages, qui ont écrit des livres. Et du coup, il y a une espèce de curiosité et d'engouement dans plusieurs pays européens pour ces femmes. Et le message était clair, c'était des sauvages, mais elles étaient tellement courageuses, c'était des femmes féroces, nananères et tout ça. Donc, il y a eu toute une imagerie qui a été créée autour du corps des Amazones. Et je vous avais trouvé des petites cartes qu'on envoyait dans les écoles, parce qu'à la fin du 19e siècle, début 20e, donc l'enseignement était plus développé. Et on apprenait aux enfants, voilà, ces femmes noires, sauvages, mais qui étaient courageuses quand même, comment elles massacraient les gens et tout ça. Donc, il y a eu toute une imagerie créée autour des Amazones. Et ça a donné quoi par la suite? Les zoos humains. Je pense que vous avez dû entendre parler de ces exhibitions, de ce qu'on appelait des exhibitions de sauvages, entre guillemets, sous couvert de découvertes ethnographiques. En France et dans plusieurs grandes capitales européenne, on organisait comme ça des spectacles, soit dans des jardins d'acclimatation, ou dans des salles de spectacle, où la France, enfin les grandes puissances coloniales, montraient un peu les races inférieures de leur empire. Donc on prenait des gens dans leur région, on les amenait en France, où souvent on mourait de froid parce qu'ils étaient très très maltraités, et on les mettait toute la journée comme ça, dans des petits enclos, on dessinait des petites cases qui ressemblaient à leur mode de vie, et les familles venaient, voilà, elles payaient 5 sous, enfin quelques centimes, et c'était l'attraction du dimanche ou du week-end, on allait voir les sauvages de l'Empire français. Alors les Amazones n'y ont pas coupé, il y a eu énormément de spectacles qui ont été organisés, comme ça, où on montrait des exhibitions d'Amazones. Mais ce qu'il faut savoir, et j'en parle parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qu'on voit où on présente ces libellés, enfin ces légendés, les Amazones du Dahomey. Comme si elles étaient venues ici et qu'elles avaient fait un show, là, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des vraies Amazones. Parce que quel blanc aurait osé aller au Dahomey, attraper une Amazone avant même de mourir et l'emmener ici? Donc, ce n'était pas possible. Donc, ils prenaient dans les autres colonies, bon, au Dahomey aussi, des femmes civiles qu'on déguisait en Amazone
Et on organisait comme ça des mises en scène, on les photographiait, on leur mettait donc leur uniforme, on leur faisait porter des fusils et tout, bon, qui n'étaient pas armés évidemment, et on faisait des photos comme ça. Donc quand vous voyez sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, ou même il y a des sites qui racontent notre histoire, l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique, ils oublient de dire que ce ne sont pas des vraies Amazones. Parce que de penser que ces femmes qui ont sacrifié tout pour ces grandes guerrières, c'était une humiliation terrible pour elles de penser que voilà comme on les montre aujourd'hui, enfermées dans des zoos humains, comme sauvages, et voilà, c'était... Alors les Français, et puis il y a eu des spectacles comme ça donc à Paris, à Lyon, il y en a eu en Suisse, il y en a eu en Allemagne, en Russie, aux États-Unis beaucoup, dans plusieurs grandes villes américaines, il y a eu des shows comme ça d'Amazon où on montrait toutes ces femmes sauvages avec des poignards, voilà, on les faisait danser, crier, voilà. Voilà, je crois que je vous ai fait une petite synthèse de ce qu'on peut dire sur les Amazones. Merci. Merci Sylvia. Je pense qu'on va pouvoir avoir un échange avec le public. Voilà. Mais avant de vous laisser la parole, je vais quand même vous poser deux questions. La première question, c'est par rapport au film The Woman King. Il y a eu un certain nombre de polémiques, notamment de chercheurs, d'historiens, qui ont indiqué en tout cas que le contenu historique du film a été complètement dénaturé et que du coup l'histoire des Amazones, en tout cas dans le film, ne reflétait pas la réelle histoire, en tout cas celle que vous avez racontée. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est par rapport justement à l'image de ces femmes courageuses, héroïques, qu'on met en avant et que beaucoup découvrent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez justement de cette représentation pour les jeunes filles noires en France qui, même si avec les réseaux sociaux, même si avec de plus en plus d'auteurs afrodescendants, on arrive à avoir des documents, des films, des documentaires qui nous permettent d'avoir un exemple, une certaine représentativité, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des figures héroïques féminines que l'on peut avoir, en tout cas pour ces petites filles, ces jeunes filles françaises et afrodescendantes, et pas que d'ailleurs, et même ces jeunes femmes qui, nous en tout cas à notre époque, on n'avait pas autant de représentativité, mais aujourd'hui on en a de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez que ça permet en tout cas un meilleur développement des jeunes filles afrodescendantes? Merci. Développement, je ne sais pas. Mais bon. Oui, j'ai suivi aussi... notamment aux États-Unis, mais aussi ici, sur pas mal de réseaux sociaux, des réactions de gens qui se plaignaient d'un certain nombre de choses. La première chose que j'ai observée, c'est qu'il y a eu très peu d'historiens qui ont eu ce genre de réaction. La plupart, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui disent « j'irai pas voir le film », parce qu'on ne parle pas fond, parce qu'on n'a pas dit que c'est des Agojis, non, parce qu'on les appelle Amazon alors que c'est ceux-là. Donc ils ont chacun leur motivation propre, mais je n'ai pas vu de réaction d'historiens. Et d'ailleurs, le film est passé au Bénin. Il a eu un succès fou, il continue. Et même des descendants de la royauté d'Abomey disent que ce film apporte énormément aux générations d'aujourd'hui. Parce qu'il a un grand respect de choses historiques. Moi-même qui suis historienne, donc j'ai travaillé sur ce sujet, donc j'ai vu le film. Il faut dire que ce n'est pas un documentaire, c'est un film, une fiction. Mais c'est la première fois que je voyais un film mettant en scène des Africains et des Africaines traités avec un certain respect. Jusqu'à présent, le cinéma occidental, quand on a des Noirs, si on n'est pas ridiculisé, donc c'est des sauvages en train de danser autour du feu, de sauter partout. Même les anciens films américains où on montrait des royaumes africains, c'était toujours ça. Les méchants, tout juste, ils ne préparaient pas une grande bouilloire cube magie dedans, on met le blanc dedans et on va manger. Mais c'était vraiment ça. Donc je trouve que pour une fois, la réalisation a voulu faire preuve d'un certain respect.
Et beaucoup de choses qui sont dites dans ce film sont vraies, notamment sur l'entraînement des Amazones, c'est-à-dire des choses importantes. C'est vrai que, par exemple, on voit une jeune fille entrer dans une espèce de mur de broussailles, d'épines. Ça, c'est vrai. Et elle devait marcher dessus avec leurs pieds, et ça saignait, mais elle ne devait pas s'arrêter, tout ça. Et je pense que c'est pour montrer comment la vie de ces femmes était dure, tous ces sacrifices qu'elles ont faits, au lieu de dire oui, elle s'appelait un tel et on n'avait pas d'accent fond dans le film. Bon, ça peut être un argument, je veux l'entendre. Mais pour une fois surtout que l'histoire de l'Afrique est très peu enseignée. Et moi, j'étais contente de voir qu'il y a une page de l'histoire africaine qui soit enfin mise en valeur malgré toutes ces imperfections. Évidemment, il y a les bons sentiments hollywoodiens. Bon, ça, sinon, ils n'auraient pas trouvé de financement. Il y a des critères pour faire un film. S'il n'y a pas une petite dose d'amour, une petite pincée de ceci, une petite pincée de cela, personne ne va financer votre film. Donc, elles ont sacrifié à ces critères-là. Mais ce qu'elles voulaient montrer, c'est qu'il y a eu une armée de femmes dans un pays africain à une certaine époque. Et pendant 2 siècles, ces femmes ont défendu leur pays. Donc ça, c'était important parce que personne ne le sait. Bon, certains diront aussi, oui, on montre la cruauté, mais n'importe quel militaire, vous envoyez aujourd'hui, dans la junte française envoie aujourd'hui des militaires au Mali, ils vont pas dire, ah non, non, c'est des êtres humains comme moi, je tire pas sur eux. Bon, ben voilà, elles obéissaient aux ordres, c'était des femmes de guerre, bon, ben dans toutes les guerres, et je pense que toutes les forces militaires, devant l'ennemi, ont les mêmes réactions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait garder un certain recul par rapport aux faits historiques du passé. On ne peut pas juger le passé avec les valeurs morales qu'on a aujourd'hui, avec les mentalités qu'on a aujourd'hui. Là, ce film est assez pédagogique, donc on dit tiens, ça s'est passé à tel moment, et d'ailleurs que les héros ne sont pas toujours blancs, qu'il y a eu des femmes qui ont eu un comportement héroïque, ces femmes du Dahomey. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre ce qu'on peut tirer de ce film, au lieu de vouloir le descendre d'office, parce qu'il y a des petits détails qui gênent ou qui ne satisfont pas tel ou tel spectateur. D'ailleurs, la plupart refusent d'aller le voir, donc ils ne sont même pas des spectateurs. Telle ou telle personne qui aurait un a priori parce que Hollywood a traité un film de noir. Et comme je disais, je répondais à une journaliste américaine qui m'a interviewée il n'y a pas longtemps, je disais, mais rien n'empêche à tous ces gens qui critiquent de faire leur film en fond, de mettre tout ce qu'ils veulent dedans, on ira le voir, c'est tout. Hein, mais on peut pas le voir. Voilà. En tout cas, c'est un film qui mérite, qui a le mérite d'exister. Voilà. Et vous me disiez aussi par rapport à la représentation. Voilà, la représentation, et pas seulement des petites filles. Je pense que nous qui vivons en Europe, nous sommes tellement invisibilisés, malgré nos compétences, malgré tout ce qu'on a apporté, on se bat autant que les autres, on a les mêmes diplômes que ceux qui nous gouvernent, on a tout ça, mais on n'est pas reconnus et on nous met des barrières tous les jours. Donc c'est important de montrer que dans notre passé, que le continent africain est quand même le plus anciennement peuplé de cette planète, et que si jusqu'aujourd'hui il a survécu, c'est qu'il y a eu des gens pour se battre, pour construire, pour produire, et que nous sommes encore là. Donc c'est pas quand les Européens écrivent notre histoire et dire qu'on était des sauvages dans les arbres et qu'on n'est pas entré dans l'histoire, comme disait un petit président français, que c'est vrai. Il faut apprendre de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que le travail de mémoire est important, et ce que vous faites aujourd'hui est extrêmement noble, parce qu'on a peu de femmes ou de personnalités comme vous qui se battent quotidiennement pour faire ce travail de mémoire. Donc il est essentiel, il est important, parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de France, et comme vous le disiez, parfois on revisite l'histoire, on a une partie qui est enjolivée, et on oublie très souvent de parler de l'histoire de l'Afrique, et justement de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus et qui ont permis notre liberté et qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et c'est pour ça qu'un événement comme celui-ci aussi est extrêmement important, parce que au-delà des réseaux sociaux et des médias, on a la possibilité en tout cas de faire vivre cette histoire. Donc merci en tout cas pour tout ce que vous faites.
rajouter, c'est que n'oublions pas que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes tous les héritiers de ces femmes courageuses, fortes, qui se sont fait respecter au prix de leur vie. N'oublions pas que nous sommes les héritiers et que toute cette force du passé, nous l'avons encore en nous. Il suffit, on ne sait pas comment on va l'utiliser, même au quotidien on l'utilise un petit peu, mais n'oublions jamais que nous l'avons en nous. Hein? On ne nous fera pas oublier ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un micro que l'on peut faire circuler dans la salle? Et s'il y a des questions, je veux bien qu'on fasse circuler un micro. Ah, alors du coup, je vais vous demander de vous lever. Et on va... Le fil est assez long. On va essayer. Merci de votre intervention. Du coup, j'ai vu le film et je l'ai trouvé très bien. Il y a seulement un élément du film qui m'a beaucoup dérangée. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. C'est la romance qui a été mise en scène entre Naoui, le personnage principal, et Malik, la personne qui faisait partie des esclavagistes. J'ai pas trouvé cette partie pertinente. J'ai trouvé que ça montrait même un côté attendrissant où on devait se dire, vous voyez, ils n'étaient pas tous méchants dans le côté des esclavagistes. Et du coup, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Ben écoutez, vous savez que ça correspond à la réalité, parce que le jeune homme, c'est un métis, né d'un Portugais esclavagiste et d'une esclave noire. Et au Dahomey, justement, beaucoup de métis brésiliens sont revenus s'installer et souvent donc ont prospéré, soit comme intermédiaires de ce commerce négrier, soit en faisant d'autres activités. Et donc, au niveau de la réalité, c'est tout à fait plausible qu'un métis brésilien soit sur le sol dahoméen et trouve jolie une femme qui passe, et voilà. Le fait que leur relation ne pouvait pas prospérer puisque l'Amazone ne pouvait pas avoir de relation avec n'importe quel homme déjà, et elle était trop impliquée dans son combat en tant que jeune guerrière pour pouvoir se laisser bercer par ça. Mais c'est quand même une femme. C'est comme la générale à un moment, on apprend son histoire après qu'elle a été violée. Même si ce sont des guerrières, ce sont des êtres humains. Ils peuvent avoir des sentiments. À un moment, la carapace peut se fendre, même si ça n'apparaît pas aux yeux de tout le monde. Donc je pense que c'est pas gênant, mais en tout cas au niveau de la réalité, c'était fort plausible. Hein, parce qu'il y a une forte... D'ailleurs aujourd'hui encore, ces descendants de métis brésiliens sont au Bénin, ils sont connus. Moi qui ai visité il y a très longtemps Ouida et d'autres villes, on dit, tiens, ces arrière-grands-parents, c'est eux qui faisaient le commerce avec les Portugais, mais ça ne dérange personne, c'est accepté. Ils sont dahoméens comme les autres, et voilà, mais ils sont issus de ces métissages de Brésiliens et d'esclaves. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'il nous reste 10 minutes, donc on va pouvoir prendre 2-3 questions et ensuite vous répondrez à l'ensemble. Allez-y, monsieur. C'est d'abord pour remercier beaucoup la dame qui a parlé. Et vous lui demandez si elle va produire soit des écrits, soit des films. Déjà, le film qui a été enregistré aujourd'hui, j'aimerais savoir, de point de vue des organisateurs, s'il pourrait être diffusé et par quels moyens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je la félicite aussi d'avoir défendu ce film parce que j'ai eu un appel de l'actrice principale de ce film-là, qui est dans un cadre hollywoodien, comme elle l'a dit, et qui a suivi les Black Panthers, c'est ça, les Wakanda, et elle avait peur, par cette image de femme forte, tout ça, que le public qui est habitué justement aux romances, à tout ça, à la femme amoureuse, je ne sais pas quoi, doit de voir une femme qui est capable de tenir tête, non seulement aux soldats des voisins du royaume d'Abomey, mais aux troupes françaises. C'est pour cela, j'aimerais bien, si vous avez été au Bénin, du point de vue de la surface du Bénin, comment, du Dahomey,
du Dahomey, du royaume d'Abomey. Parce qu'il y a 3 royaumes principaux, le Porte-Nouveau, Rombonou, Alada et Abomey. Donc, vous pouvez leur donner une idée sur la surface de l'un des royaumes, c'est le royaume de Dahomey, qui lutte contre les rois, les armées portugaises, hollandaises, françaises et surtout françaises, parce que ces Amazones ont affronté l'armée française. Est-ce que vous pouvez donner quelques petits détails là-dessus? Oui, je vais aller rapidement. Enfin, le royaume de Dahomey était un royaume guerrier, et c'est vrai que ces rois ont élevé l'esprit des gens à un niveau tel qu'il fallait leur survie devait à la domination des autres. Donc c'est pour ça qu'il s'est tellement impliqué dans la guerre pour se défendre. Et c'est pour ça que ces femmes aussi, elles ont porté ce sacrifice-là jusqu'au bout. Donc c'est ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, comme je disais au début, c'était un petit royaume central. Quand on voit la carte, je l'avais, mais elle n'y est pas. Et donc, petit à petit, ils ont réussi à grignoter enfin tout leur entourage. Et même, ils ont affronté le royaume d'Oyo, qui était au Nigeria, ou Abeokuta aussi, c'était des régions du Nigeria voisin. Et il y avait une concurrence justement pour la traite négrière, et ils n'avaient pas peur d'affronter des entités plus puissantes que lui, le royaume du Dahomey. Donc c'est pour ça que c'est-à-dire que c'est une période de l'histoire que l'on juge de façon morale qui ne l'est pas, mais c'est un royaume, comme il y a eu beaucoup de grands conquérants dans d'autres parties du monde, ben c'était un royaume conquérant. Ce que je voudrais dire, donc ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, existe depuis 18 ans. Et il existe toujours grâce au public qui l'a toujours réclamé, qui a fait qu'on l'a réédité systématiquement, mais qui a rencontré énormément de barrières en France parce que c'est le premier ouvrage qui s'adresse au grand public, qui met des femmes en avant, puisque je montre, c'est une relecture de certaines pages de l'histoire africaine à travers des femmes qui s'y sont distinguées, et surtout qui donne une autre vision de l'histoire que la version coloniale. Donc là, c'est l'histoire vue du côté des Africains, avec des sociétés organisées, avec du commerce de longue distance, avec des échanges entre le Nord et le Sud. Enfin, vraiment, c'était une Afrique vivante, et qui construisait, qui bâtissait, et avec des sociétés de grande culture. Donc tout ça, c'est dans ce livre. Et en France, évidemment, j'ai des étudiants qui voulaient faire des mémoires sur certains personnages qui se sont fait menacer à la Sorbonne et dans d'autres universités s'ils parlaient de mon livre. Donc voilà, j'ai été approchée par ces jeunes gens désemparés, des professeurs qui disent non, c'est une œuvre militante, pas question de parler de ça et tout et tout. Donc c'est vous dire. Et j'ai eu aussi une traduction allemande de ce livre qui a été une contrefaçon. Tout ce qui montrait une Afrique vivante, sûre d'elle ou organisée a été effacé. Le livre faisait à l'époque 300 pages, ils ont enlevé 400 paragraphes, et à l'intérieur des clichés de cannibales. Voilà, nous étions des cannibales dans une Afrique sauvage. Et je suis allée en justice, et au bout de 5 ans de procédure, le tribunal français a estimé qu'on ne pouvait rien reprocher à ces éditeurs, parce que s'agissant de l'histoire de l'Afrique, on peut écrire ce qu'on veut. Alors qu'il y a des lois qui protègent les auteurs, qui interdisent d'enlever même une ligne d'un texte sans l'accord écrit de l'auteur, ben moi, ça ne s'applique pas à moi. Donc voilà. Mais je suis quand même ravie aujourd'hui de savoir que les réalisateurs du film The Woman King ont eu vent de mon livre, ont pris connaissance de mon chapitre sur les Amazones, et s'en sont inspirés parmi toutes les autres ressources documentaires qu'ils ont utilisées. Donc je l'ai su, ils m'ont contacté il y a une année pour me le dire. Ils voulaient même m'utiliser comme consultant historique sur le film, mais j'étais en train de terminer mon livre sur Ndaté Yala. Ils étaient tellement exigeants sur le temps qu'il fallait leur consacrer que c'était difficile. Donc j'ai renoncé, mais là, ils sont revenus vers moi
et ils veulent faire traduire le livre en anglais, alors que pendant les éditeurs ont toujours refusé en France. Et lundi, je suis invitée à partir à Londres à un sommet qui s'appelle le Bloomberg Summit for Equality, où je dois intervenir pour présenter ce travail des femmes africaines dans Reine d'Afrique. Voilà. Donc j'espère que Reine d'Afrique va sortir de l'enclos français francophone et pouvoir vivre une autre vie. Voilà. On va se battre. On va prendre une dernière question. Oui, parfait. Alors, dans le film, au début, on voit les Agodji qui rentrent au village pour rejoindre le palais et la population qui se cache les yeux. Bon, moi j'ai fait le parallèle avec, tu sais, les masques en Afrique, qu'une certaine partie de la population ne peut pas regarder, notamment les femmes et les enfants. Est-ce que c'est une fable ou effectivement on n'avait pas le droit de regarder les Agodji dans les yeux parce que c'était des personnages sacrés? Voilà. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand on n'avait pas le droit, enfin surtout les jeunes, bon, on n'avait pas, quand elles arrivaient comme ça, en groupe, même seules, une Amazone, tout le monde devait s'écarter. Et il y avait des jeunes avec des clochettes, des fillettes qui criaient « Ago » pour ceux qui parlent fond. Ça veut Ago, ça veut dire laisser le passage. Et tout le monde devait baisser la tête et ne pas les fixer du regard parce que personne ne peut prétendre être à la hauteur de ces femmes. Donc, c'est le respect qu'on leur devait et c'est totalement vrai comme ils l'ont mis dans le film. Alors, le petit garçon, il a regardé comme ça, mais bon, c'est... Voilà. Mais ça c'est pas du tout symbolique de masque. Non, c'est dans la réalité, c'est... Voilà. Merci, un grand merci Sylvia Cerdan. Merci beaucoup. En vous écoutant, on imagine combien le combat était difficile parce que écrire des livres c'est extrêmement complexe, pouvoir les commercialiser, les vendre c'est encore plus complexe. Aujourd'hui, on a un événement comme celui-ci, alors j'invite vraiment le public à communiquer autour de l'événement, à tweeter, à instagrammer, à soutenir les entrepreneurs qui sont là, parce qu'ils font un travail aussi formidable, et surtout, sans être dans le jugement ou l'injonction, connaissons notre histoire. C'est notre force, c'est ce qui nous permettra de grandir, de mieux grandir. Faisons en sorte que nos enfants connaissent cette histoire. Faisons en sorte que les entrepreneurs, les historiens, les chercheurs, les artistes puissent briller déjà à travers nous et puissent briller de manière nationale parce que l'idée, ce n'est pas que l'on garde pour nous-mêmes cette histoire, mais qu'on puisse la faire rayonner nationalement parlant et internationalement parlant. En tout cas, un grand merci à vous et un grand merci à vous, le public qui êtes là et qui soutenez les personnes qui sont là. Et je vous invite à assister aux événements qui vont avoir lieu à l'extérieur. Merci bien. C'est fini.